Je crois en toi, Elsa, plus qu'en n'importe qui ou n'importe quoi. Improvisation de décor totalement au pif. Salut à tous, on est là pour parler de la Reine des Neiges 2. Alors je ne sais pas si on entendra l'écho, je ne sais pas si le décor n'est pas absolument dégueulasse et je ne sais pas pour le reste, mais je ne peux pas tourner dans d'autres conditions pour le moment, donc je vais faire comme ça. Bon, et cette fois, on va pas tenter la vidéo de 45 minutes, je vous rassure. Bon alors, la Reine des Neiges 1, j'ai même pas besoin de vous le présenter, Disney culte de chez culte en quelques années, qui a marqué énormément de gens de par ses chansons, ses personnages, ses décors, etc. Alors, j'ai une honte cinéphile à vous faire part. Je n'ai pas vu la Reine des Neiges. Alors, comment vous expliquer ça ? Je n'ai pas vu la Reine des Neiges parce que, à l'époque de sa sortie, je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir le film. On a rabattu les oreilles après, on a même fait un résumé complet du film et que bon, j'avais pas vraiment l'intention de le voir à l'époque, donc je me suis dit bon, tant pis, autant me faire spoiler. Et du coup, ça m'a pas donné envie de le regarder et je ne l'ai jamais vu jusque là. D'ailleurs, j'ai été voir la Reine des Neiges 2 en apprenant 2 jours avant sa sortie, pas qu'il allait sortir, mais en tout cas qu'il sortait à cette date-là. Et j'avais rien d'autre à faire, donc je suis allé le voir. Donc moi, en règle générale, je vais voir les Disney à leur sortie, parce que bon, Disney, c'est une des plus grosses compagnies de tous les temps, et l'idée c'est que quand ils sortent des films d'animation produits par Disney directement, ça déconne zéro. C'est des films qui généralement marquent beaucoup de spectateurs, surtout en cette période qui est appelée un peu le nouvel âge d'or. Et du coup, pour parler du film, je l'ai découvert en mode full découverte en fait. Je n'ai pas vu le 1, je ne connais pas les personnages, je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas l'univers, donc j'étais totalement prêt à découvrir un nouveau truc. Et oui, parce que je ne suis absolument pas professionnel et du coup je n'ai pas regardé le premier encore une fois. Ça changera peut-être entre la mise en lumière là, mais peut-être pas. Du coup, que dire de ce film ? J'ai aimé, franchement j'ai trouvé que c'était un Disney très sympathique. Alors peut-être pas aussi bien que les derniers qui sont sortis. Je pense par exemple à Vaiana qui est vachement mieux. Réponse qui était sortie avant la première Reine des Neiges est meilleure aussi. Et Les Mondes de Ralph est meilleur, mais j'avais un peu peur avant d'aller le voir parce que c'est une suite. Et le truc c'est que depuis quelques temps évidemment Disney produit lui-même ses suites, donc ne passe plus par système de direct ou vidéo et produit directement des suites pour le cinéma. J'ai vu Ralph 2, c'était pas exceptionnel, c'était même carrément nul. Du coup j'avais un peu peur en allant voir La Reine des Neiges 2, sachant que c'était tiré d'un film dont je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était à la base. Donc, Anna et Elsa sont reines et princesses du royaume d'Arendelle, et après les événements du premier film, elles vivent leur vie tranquillement, jusqu'à ce qu'Elsa se révèle un petit peu folle, vu qu'elle nous fait une Jeanne d'Arc et qu'elle entend des voix dans sa tête. Du coup, ils vont essayer de déterminer l'origine magique de tout ça. Oui, bon, j'ai pas besoin de le préciser, Elsa a des pouvoirs spectaculaires, elle maîtrise la glace, c'est la Reine des Neiges, tout ça. Et pour faire un petit point sur l'intrigue, parce que c'est pas vraiment le point sur lequel je vais m'attarder, ça va spoiler au passage. Je trouve l'intrigue assez simple, dans le sens, pas forcément facile, mais c'est une quête qui n'est pas forcément aussi épique que d'autres Disney, n'a pas la même envergure, je dirais. Il y a quand même de l'enjeu, il y a plusieurs développements assez intéressants, je pense notamment à Anna et à Elsa évidemment, parce que ce sont globalement les deux seuls vrais personnages qui évoluent dans le film, et il y a aussi le général, bon j'ai oublié le nom. Mais voilà, globalement l'histoire reste assez simple et c'est pas le truc sur lequel j'ai envie de m'attarder parce que ce film m'a assez marqué, mais pas pour la raison du scénario. Alors que c'est bizarre parce qu'habituellement c'est plus sur ça que Disney arrive à se réussir. Alors bien sûr ils font tout le temps des belles images, des trucs comme ça, mais généralement c'est plus le scénario qui m'intéresse dans les Disney. Et là ça n'a pas été le cas et je vais revenir dessus juste après. Bon alors en plus de cette quinte simple, pour enfoncer un peu le clou, il y a quand même des trucs scénaristiques qui sont un peu foireux, c'est-à-dire que par exemple on a des retournements de situation qui sont ultra prévisibles. Je pense que même en étant enfant j'aurais directement fait le rapprochement. Je veux dire, il y a des trucs que tu les vois venir à 1000 km. Genre la raison pour laquelle les deux peuples de Arendelle et de la forêt enchantée se sont battus.
bah tu le vois venir individuel, tu sens que oui, bah voilà, c'est parce que c'est la peur de l'autre, machin et tout. Mais c'est pas un gros problème parce que ce genre de retournement de situation, c'est pas ce qui compose l'histoire. C'est-à-dire que habituellement, ça ce serait le thème principal sur oui, il faut accepter la différence et tout. Mais là, le film ne s'attarde pas tellement dessus, donc c'est pas un gros problème en soi. Après, en un peu moins excusable, il y a des facilités scénaristiques. Hein. Par exemple, il y a des moments où je me suis demandé pourquoi est-ce que ça marche comme ça. Par exemple. Pourquoi Elsa se fait congeler quand elle retrouve enfin l'objet de sa quête. Bon, j'ai dit que je spoilais. Par exemple, quand elle retrouve l'esprit de sa mère qui est enfermé dans une cave qui est le cinquième truc. C'est pas très bien expliqué en plus, mais surtout pourquoi elle se fait congeler quand elle découvre la vérité. C'est bizarre que puis ça crée, ça amène à la scène finale qui fait qu'elle peut plus se déplacer, elle peut plus résoudre la situation elle-même. Mais c'est bizarre quand même. Voilà, donc bon, quelques facilités scénaristiques qui sont un petit peu dérangeantes, mais franchement, c'est pas rédhibitoire en termes de film, que comme je vous l'ai dit, c'est pas le scénario qui intéresse le plus. Cependant, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un ou deux développements qui étaient intéressants, comme je disais, avec par exemple Anna et Elsa qui ont une relation assez fusionnelle de sœurs, mais qui doivent apprendre un petit peu à se laisser vivre l'une l'autre, une qui veut devenir un peu plus indépendante et Anna qui veut pas. Tout ça, ce genre de truc. Ça marche bien, c'est assez intimiste, c'est pas des grandes ambitions narratives, hein, encore une fois, comme je vous le disais, comme d'autres films veulent faire, mais bon, voilà, ça marche à peu près. Et dernier point sur le scénario qui m'a vraiment dérangé, c'est la résolution un peu happy ending, un peu trop happy ending, mais je vais vous expliquer pourquoi dans le point suivant. Quitte à faire des décors nuls, autant en profiter. Alors, un point sur lequel il faut que je revienne, c'est les personnages, parce que voilà, je n'ai pas vu le premier film, donc quelle est mon opinion sur les personnages, comment je les ai découverts, comment est-ce que je les ai trouvés. Je trouve que les personnages sont dans l'ensemble assez sympathiques, en tout cas pour les trois protagonistes. Alors quand je dis les trois protagonistes, alors j'entends évidemment Elsa, qui a un côté vraiment badass. J'ai trouvé que Elsa était vraiment une héroïne qui a de la force, mais qui est badass, et une femme forte, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas une Marissou qui règle tout comme ça, comme je pouvais m'y attendre, mais c'est un personnage qui a des émotions, qui a des difficultés et tout, et qui, malgré le fait qu'elle ait des pouvoirs ultra cheatés, des fois n'arrive pas forcément super bien à s'en servir dans le sens où voilà, il faut que je protège mes amis en même temps, il faut que je protège ma soeur, il faut que je protège machin, mais je sais pas comment tout gérer en même temps, il suffit pas de juste bourriner mon pouvoir de glace. J'ai trouvé que ça marchait vraiment très bien. Et surtout elle apporte le point qui m'a fait apprécier tout le film, hein, je vous le dis direct, mais ça je le garde pour la fin. Ensuite parlons d'Anna qui est un personnage sympathique, qui a des bonnes émotions, qui a un bon caractère je trouve. Alors elle est un peu trop collante par rapport à Elsa on pourrait dire, mais justement ça fait partie de ce développement dont je parlais juste après. Et je suppose qu'il y a quelque chose dans le premier film qui justifie ça, par exemple la fin de l'histoire qui ferait que voilà elle est devenue comme ça. En termes de continuité, je vous le dis, je ne peux pas juger. Mais en tout cas, j'ai trouvé le personnage très sympathique. Elle a des répliques qui sont bien placées, elle m'a fait rire à plusieurs moments. Et voilà, c'est un personnage tout à fait sympathique, de soutien, et qui arrive à avoir son moment de gloire. Et le troisième personnage principal, qui est évidemment Olaf. Voilà, non, ce n'est pas Christophe, ou je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout. Allez passer sur rapidement. Sven et Christophe, ils sont chiants. Voilà, c'est le mec, il est amoureux. Alors évidemment, j'adore Donald Renew, hein, c'est pas la question, mais il est chiant quoi. Il a pas tant de personnalité que ça. Sa personnalité se complète plutôt bien avec Anna, et les moments de couple m'ont fait plutôt rire. Mais il a pas tant de personnalité que ça, il est pas vraiment attachant, il sert un peu à rien, et surtout sa sous-intrigue, elle va nulle part quoi, je veux dire, ok tu vas demander Anna en mariage, tu te foires 2-3 fois, déjà la blague est plus drôle au bout de 2 fois, et surtout au bout d'un moment, bah voilà, à la fin, oui, non, il y a aucun suspense en fait, c'est pas très intéressant je trouve, c'est juste, voilà, on instaure ça au début du film, et puis ça se résout à la fin, mais il y a rien de vraiment intéressant, et surtout on essaie de lui donner une chanson et de forcer un peu du drama. C'était les moments les plus osef du film, hein, franchement. Et voilà, j'ai trouvé le personnage assez osef. Après, encore une fois, à voir comment il est dans le premier film et qu'est-ce qu'il accomplit, qu'est-ce qu'il fait. Et je suppose qu'il y a des gens qui vont être contents de le revoir juste pour le revoir. Hein. C'est pas un truc que je peux reprocher, ça, parce que bah, évidemment, quand on s'attache à un personnage, il n'y a pas de problème.
Mais là, dans ce film, force est de constater qu'il est pas... Moi, en tout cas, il m'a pas marqué pour une première impression. Et donc, le troisième personnage principal, Olaf. J'ai un rapport assez distant avec les comiques de situation chez Disney. Je n'aime pas Timon et Pumba, je n'aime pas les gargouilles dans le bossu de Notre-Dame, je n'aime pas tout ce type de personnages qui font vraiment ultra forcer, sortir du film, qui ont des designs ridicules, qui reposent sur de l'humour ridicule justement, et qui ne font pas avancer l'histoire, ils font avancer l'histoire fatalement puisqu'ils en font partie, et que généralement c'est pas des personnages inutiles, mais on pourrait clairement s'en passer. Voilà, c'est des personnages qui moi m'exaspèrent un petit peu, et force est de constater que ça m'a pas du tout fait ça avec Olaf. J'ai adoré ce personnage. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce qu'en plus je suis pas spécialement fan de David Moon, hein, c'est pas un acteur que je déteste, mais je suis pas particulièrement fan de lui, donc c'est pas dû à ça. Mais il est super attachant Olaf, franchement ses gags sont certes débiles, mais le personnage en lui-même est tellement perché, tellement fanfaron, il fait des trucs à chaque fois on s'y attend pas, c'est extrêmement drôle je trouve. C'est un des rares personnages d'humour débile qui m'a réussi à vraiment honnêtement me faire rire. Et voilà, c'est un personnage qui est tout simplement cool. Et son arc de personnage n'est pas inutile justement. Il a un arc de personnage tout à fait utile au point qu'il devient le héros du film à un moment donné. Mais quand je disais que la résolution était trop happy ending, je pensais à lui. Les morts chez Disney, c'est quelque chose qui est très très compliqué parce que il faut arriver à faire comprendre la mort au public visé, donc les enfants, tout en rendant ça très impactant pour ne pas bâcler ça et tout en faisant ça dans la subtilité, dans la poésie, la mise en scène. Plutôt que dans le sang et dans les giclures horribles et immondes qui seraient inappropriées. Cette mort marche super bien et je pense que ça aurait pu être une des morts les plus marquantes de chez Disney. Au niveau de Mufasa, au niveau de la maman de Bambi, au niveau de Gaston, au niveau de qui vous voulez, ça aurait pu être l'une des meilleures morts Disney de tous les temps. Mais c'est désamorcé à la fin du film et c'est très très dommage. C'est dommage parce que on tenait là on tient une scène qui est hyper forte en émotion. Qui bute un comic relief quoi. On n'avait pas vu ça depuis le Roi Lion 2 je crois, c'est à moins que j'ai raté un truc, mais on n'avait plus vu ça depuis le Roi Lion 2 et dans le Roi Lion 2 ça marchait extrêmement bien et la mort... Putain je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié son nom. Nuka, voilà, putain, fou, j'ai mis un moment à le trouver celui-là. La mort, ça me fait penser un peu à la mort de Nuka, c'est-à-dire c'est un personnage qui était très drôle. Et là pour Olaf ça marche encore mieux parce qu'il prend une place encore plus importante dans le film. Et vraiment le personnage au bout d'un moment j'y étais super attaché et j'étais loin de me douter qu'il allait mourir. Mais voilà, c'est désamorcé à la fin. Et c'est pas forcément pour le principe de ressusciter un bonhomme de neige. C'est pour le principe qu'il ait gardé totalement ses souvenirs et que sa mort n'a eu aucune conséquence. Ça c'est extrêmement relou parce qu'on tenait vraiment une mort impactante dans la scène en elle-même, mais qui est annulée totalement quand on va revoir le film ou même en rétrospective, qui est annulée parce qu'on sait que ça va n'avoir aucune influence. Si encore Elsa avait dit ouais la neige n'a pas de souvenir, mais là en plus c'est encore pire parce que c'est la réplique vraiment qui m'a tué. C'est la neige garde des souvenirs. Aucune explication, oui, non, peut-être c'est la neige garde des souvenirs balancés entre deux répliques au moment où elle va le ressusciter. Non, moi je suis pas d'accord, j'aurais préféré que soit il reste mort, soit il perde au moins ses souvenirs et que Elsa, ça aurait pu offrir une scène super poignante en plus à la fin, imaginez Anna et Elsa qui sont là, qu'elle crée un nouveau bonhomme de neige. Bonjour, je m'appelle comment, je suis qui, je fais quoi et tout, et elles le prennent dans leurs bras en pleurant, en regrettant Olaf, mais à la fois pour créer une nouvelle, comme il crée un nouveau bonhomme de neige, ça fait un nouvel espoir, ça fait mais qui à la fois n'est plus Olaf. Ça aurait été déchirant et c'est gâché dans le film et j'étais hyper déçu par ça. Je pense que c'est le plus gros point faible du film. Il n'y a pas de défaut rédhibitoire dans ce film à part celui-là pour moi qui est vraiment... C'est pas gardé, ça aurait pu et ça ne l'a pas fait et c'est dommage. Bon, je vous ai assez fait poireauter et j'ai dit je ne fais pas de vidéo de 45 minutes. Qu'est-ce que j'ai adoré dans le film? Le visuel. C'est sublime dans plusieurs scènes. Alors, on a les scènes de chansons
qui joue énormément sur des effets de montage, et surtout des effets de couleur. Le visuel des designs, qui est par exemple avec les esprits, la salamandre de feu, le cheval en eau qui est hyper classe, les géants de pierre et le courant d'air. C'est très con, mais juste un courant d'air qui est avec des feuilles. Je sais pas si c'est la texture des cheveux d'Elsa et d'Anna qui sont, je trouve, super bien faits pour des textures de cheveux. Je veux dire, c'est censé être rien, mais vraiment le budget a été mis dans les cheveux, je pense. Et je sais pas si c'est le fait que le vent les fasse bouger, ou si c'est l'animation des feuilles qui fait, mais je trouve que le personnage, l'esprit le plus stylé, c'est celui du vent. Alors que effectivement c'est le moins travaillé, hein. Je veux dire, c'est juste des feuilles qui virevoltent, mais moi je le trouve très classe. Et surtout, les combats. Les combats chez Disney, c'est encore une fois compliqué, c'est un peu comme les morts. C'est-à-dire que des grands combats Disney, on pourrait en citer quelques-uns, mais c'est généralement un ou deux par film, quoi. Y a Tarzan contre Clayton, mais dans Tarzan, il y a un seul combat qui est marquant. Pareil pour La Belle et la Bête, c'est Gaston contre la Bête. Le Roi Lion, Simba contre Scar, mais généralement c'est un ou deux combats par film. Là, le film est basé sur les combats. Il y a au moins 4 ou 5 affrontements, donc il y en a un par esprit. Donc il y a la scène avec la salamandre contre Elsa, la scène avec l'esprit du vent, la scène avec les cailloux de pierre, la scène avec le cheval d'eau, et la scène du raz-de-marée de fin. Ça fait 5 scènes d'action et elles sont toutes magnifiques. J'avais l'impression d'être dans One Piece ou Dragon Ball. C'est incroyable, les effets qui sont travaillés au niveau des personnages, des attaques, l'esprit du vent qui fait un espèce de cyclone autour d'Elsa et elle qui résiste avec son pouvoir de glace, comme si on était dans Naruto avec Haku qui fait son attaque miroir de glace, avec la salamandre contre Elsa. Non, t'as l'impression que la meuf c'est Frozone dans Les Indestructibles. Niveau chorégraphie, ça m'a fait penser à ça. Contre la salamandre qui se résout en mode tout mignon. Elle est mignonne cette salamandre. Je pense que ça doit être mon deuxième esprit préféré. On a les géants de pierre qui font l'attaque des titans. On a l'attaque des titans dans un film Disney, quoi. On avait déjà eu des personnages géants avant, mais là une attaque de colosse avec une fuite en avant et du suspense et des retournements de situation et tout. Et le meilleur combat du film avec le cheval d'eau qui attaque Elsa sous l'eau, mais elle qui essaie de se défendre avec sa glace, mais les raz-de-marée sont trop puissants et c'est beaucoup trop classe. Franchement, les combats sont exceptionnels et je pensais pas qu'un Disney arriverait à autant me bluffer avec ses combats. Mais là, vraiment, on était dans un film de baston. C'était un film avec des super pouvoirs ou des fois non. Mais c'était vraiment un film de combat et moi ça m'a scotché. Je pense aussi aux chansons, comme je l'ai dit, qui ont des très beaux visuels. Par exemple, il y a plusieurs moments où Elsa joue avec son pouvoir de glace pour créer, par exemple, pour congeler les gouttes de pluie, je crois, c'est ça. Il y a aussi la chanson d'Olaf qui non seulement est très drôle, mais qui joue sur un visuel de la forêt enchantée qui m'a beaucoup plu parce que ça m'a rappelé Blanche-Neige. Théorie, Blanche-Neige se passe dans le même univers que la Reine des Neiges. Bon voilà. Dédicace à tous les mecs qui essaient de créer un méga univers avec tous les films de princesses de chez Disney. Je vous kiffe les gars, franchement continuez parce que moi ça me fait délirer de voir tous les liens que vous pouvez trouver. Franchement gros respect à vous. Donc je suis parti en couille et ce que je voulais dire c'est que voilà, tout est extrêmement stylé, le visuel de ce film est magnifique. Je ne sais pas si le premier avait d'aussi bons effets visuels et donc si ça peut faire un peu effet redite pour certains. J'avais juste, évidemment, j'avais vu des séquences, hein, la Libérée, Délivrée, tout ça. Mais comparé à Libérée, Délivrée, franchement, les explosions de pouvoir d'Elsa dans ce film-là, Libérée, Délivrée, c'est rien du tout comparé dans ce film-là, hein, pour moi. Je sais pas s'il y avait plus classe dans le premier, peut-être, donc je ne pourrais pas dire, mais en tout cas, ça m'a vraiment scotché dans ce film-là. Voilà. Bon, on va faire un point chanson. Les chansons sont très cool. Franchement, ça atteint jamais le niveau de Libérée, Délivrée, hein. Je n'ai pas retenu les autres chansons du premier film parce que je ne l'ai pas vu. Mais même à part, je les ai pas retenues les autres chansons du film. Et dans ce film-là, j'en retiens quelques-unes. Mais le problème des chansons, c'est qu'elles sont peut-être un peu mal placées. Il n'y en a pas forcément trop, mais il y a beaucoup de chansons dans la
vraiment le début, les 30, 40 premières minutes, il y a beaucoup de chansons. Et après, c'est beaucoup de pas chansons. Voilà. Ça m'a pas forcément super dérangé. Mais placer mieux les chansons, ça aurait été un peu mieux. Surtout qu'au bout d'un moment, c'est un peu l'overdose. C'est-à-dire que tu viens d'en finir une. Il y en a une autre qui commence 2 minutes après sur une scène qui en plus ne nécessite pas forcément de chansons. Ou en tout cas que ça aurait pu être mieux amené que ça. Mais les chansons restent très cool dans l'ensemble. Et puis bon. De toute façon, il faut mettre des chansons. On est dans un Disney, il faut mettre des chansons, ils le feront de toute façon. Donc, même si c'est pas hyper bien placé, c'est pas non plus dérangeant. C'est pas on enchaîne 5 chansons à la suite. C'est tout à fait acceptable et pour moi, ce n'est pas rédhibitoire. Voilà, donc pour résumer un petit peu mon avis sur ce film, c'était un très bon film. Voilà, mais qui se base sur des trucs que je m'attendais pas forcément de la part de Disney, mais qui m'ont quand même surpris et agréablement surpris. Je pense que je retiendrai ce film. Peut-être pas au même niveau que n'importe quel autre Disney pour d'autres raisons, mais je le retiendrai dans un registre différent pour des raisons différentes et à un degré différent, mais je retiendrai ce film parce qu'il m'a un peu marqué quand même. Et voilà, les émotions sont, même si le scénario est pas très épais, le côté affectif, émotionnel a bien marché, je me suis attaché au personnage. Les chansons passent, ça passe. Et le visuel est magnifique et rien que pour ça je vous encourage à aller le voir en salle. N'attendez pas la sortie DVD, n'attendez pas des moyens détournés que je ne citerai pas. Allez le voir en salle, ça le mérite, c'est magnifique et j'espère le revoir bientôt. Voilà, donc c'est la fin de cette review. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous les conseille parce que ces vidéos là ce ne sont que des vlogs que j'ai envie, quand j'ai envie d'en faire, j'en fais. Quand j'ai envie de parler d'un film que j'ai des trucs à dire dessus, je fais un vlog, mais ce n'est pas l'essentiel de ma chaîne, c'est ma série Entrée, dont un épisode qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Pour ceux qui se demandent, je taffe sur le prochain. J'ai vu que vous étiez pas trop déçus au niveau du rythme de parution des vidéos, mais je compte accélérer un petit peu quand même parce que j'avoue, j'aurais pu sortir la deuxième partie du premier épisode beaucoup plus rapidement que ça et avec la même qualité, mais c'est juste que je n'en ai pas eu l'occasion. Du coup, voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et je vous dis bonne soirée. Ciao!